Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. L'effondrement du régime de Bachar el-Assad ouvre de nombreux horizons pour la Syrie et dans la région, mais soulève aussi beaucoup de questions sur la période post-Assad. Les pays occidentaux soucieux de voir clarifier les intentions du groupe rebelle HTS. Les interrogations sont encore nombreuses sur les orientations du nouveau gouvernement transitoire en Syrie. On fait le point avec M. François Carmentran, expert en relations internationales. Bonjour François Carmentran, merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, merci de m'inviter. Merci de m'inviter ce matin. Voilà. Merci à vous. Alors, Monsieur Carmentran, on commence par l'Union européenne qui a appelé lundi à une transition politique pacifique en Syrie. Malgré la mise en place d'un gouvernement de transition, le flou est encore là. L'Union européenne devra résoudre l'épineuse question de savoir avec qui engager le dialogue à l'heure actuelle. Qui est, selon vous, réellement le principal interlocuteur dans le pays? Pour moi, de ce que je vois, de ce que je lis, parce que je ne suis pas en Syrie présentement, c'est que HTC semble être le principal interlocuteur, mais pas que. Le pays est totalement morcelé et je crois qu'il y a une grande inquiétude côté occidentaux, côté européen, de se faire finalement flouer. Floué à la fois par un certain nombre de groupuscules. On a un pays qui, probablement, l'État syrien n'était pas parfait, ou le pouvoir, mais tout s'est morcelé assez rapidement, puisque les soutiens iraniens, les soutiens russes se sont retirés, ce qui n'a pas été le cas en 2011. Et je pense qu'ils ont la trouille, excusez-moi, ils ont peur d'être floués. Et ils seront floués à la fois par des groupes qui risquent de s'affronter les uns avec les autres, même si pour l'instant tout paraît presque, je suis prudent, idyllique sur le papier, mais même on donne des garanties, on essaye de rassurer les Occidentaux. Enfin, toutefois, on a tout de même l'exemple de la Libye, on a l'exemple de l'Afghanistan, on a l'exemple de beaucoup de pays qui du jour au lendemain se sont effondrés. Et voilà. Et on voit qu'en parallèle, on a quand même Israël qui en profite pour pousser ses feux, de prendre des assurances tant sur le Golan que vis-à-vis du potentiel militaire syrien qui était quasi totalement détruit, ce que je lis dans la presse. Des scientifiques sur certains programmes auraient été assassinés, etc. Et je pense aussi que l'autre acteur, c'est... Très bien. Face aux inquiétudes de l'Occident quant à la façon dont le nouveau pouvoir syrien va traiter les nombreuses minorités, le chef du gouvernement de transition a affirmé que son équipe garantira les droits de tous les peuples et confessions tout en respectant les droits des femmes et des minorités. Jusqu'à quel point faut-il le croire ? Écoutez, moi je dirais comme saint Thomas, je crois ce que j'ai vu. Je crois ce que j'ai vu. Voilà. Pour l'instant, les garanties vis-à-vis des minorités chrétiennes. Il y a, si je ne me trompe pas, alors en Syrie, je ne sais pas, mais je sais qu'au Liban, vous avez 17 confessions chrétiennes différentes. Il n'y a pas que les maronites, mais il y a aussi, je pense aussi aux autres minorités, que ce soit les alaouites, le clan Assad, la famille Assad, c'était quand même le clan alaouite, les chiites derrière. Bon, les druzes jouent leur propre partition. Je pense qu'il y a aussi des communautés ismaéliennes. Moi, je suis très, très prudent. Zoulani montre un visage très respectable aujourd'hui, mais quid de demain? Et puis, vous avez quand même l'influence derrière de la Turquie qui est importante, qu'on appelle fréristes, les frères musulmans qui sont très importants. Alors, je ne peux pas rentrer dans les subtilités, je ne suis pas spécialiste. Entre, d'un côté, vous avez Daesh, vous avez HTC, mais HTC, c'est quand même des émanations de Jabhat al-Nusra, me semble-t-il, qui avait pris Maaloula. Maaloula en Syrie, c'est le dernier village, la dernière zone où on parle encore araméen, où la liturgie chrétienne est en araméen, la langue du Christ, vous voyez. Et qu'est-ce que ça va être demain?
Il y avait un équilibre subtil qui n'était pas parfait sur les minorités, justement, derrière le pouvoir des Assad, des Alaouites, des chrétiens, des La chef de la diplomatie européenne a soulevé les risques persistants de violences sectaires, d'extrémisme et de terrorisme qui doivent être évités. Pensez-vous qu'en Syrie, on pourrait éviter les scénarios de l'Irak et de la Libye? J'ai du mal à le croire. Honnêtement, j'ai du mal à le croire. On a quand même l'expérience de ce qui s'est passé en Libye à partir de février 2011 et surtout la mort de Mouammar Kadhafi, si je ne me trompe pas, c'est début octobre 2011. Et on a bien vu que quelque chose qui était maintenu un peu, bon, peut-être une chape de plomb, etc., mais s'est effondré du jour au lendemain. Quand tout s'effondre, quand l'appareil sécuritaire s'effondre, quand un État s'effondre, etc., qu'est-ce que vous voulez avoir le lendemain? Et moi, comme ça, au bout de mon expérience, de ma connaissance de cette zone, etc., je vois bien aussi peut-être, évidemment, l'Iran se mettre en retrait, mais je vois bien peut-être un affrontement, une zone de flou, de non-droit, par proxy interposé. D'un côté, les Turcs qui sont au nord, qui n'ont jamais vraiment toléré le découpage de la Syrie après, si je ne me trompe pas, les accords post-Première Guerre mondiale, je cherche le nom, je crois, c'est pas le traité c'est le traité de Lausanne, si je ne me trompe pas. Et puis évidemment, Israël, il y a quand même certains qui veulent une véritable politique d'expansion du Nil à l'Euphrate. Quand on vous parle de Cham, dans HTC Cham, c'est quand même, et je pense que ça doit aussi inquiéter la société israélienne et peut-être le gouvernement, le Cham, c'est vraiment réunissant la Palestine, la Syrie et le Liban. Donc c'est quand même une zone quand même extrêmement importante géographiquement parlant. Voilà. Monsieur Carmentran, les pays occidentaux qui se sont tenus à l'écart du régime de Bachar el-Assad doivent désormais décider de la manière de traiter avec le nouveau gouvernement transitoire. Comment peuvent-ils contribuer à la transition du pouvoir? Ils vont essayer, à mon avis, de participer à la reconstruction. Mais j'ai encore peur qu'ils aient encore un métro ou un train ou plusieurs trains de retard, comme on l'a vu, parce qu'il y avait une espèce de neutralité par rapport à l'ancien pouvoir. Il y a toujours un peu du moralisme qui ne mène nulle part, ce qui n'est jamais l'attitude des pays arabes, des pays du Proche-Orient, etc. Et puis maintenant, ils veulent venir. Mais je pense que d'abord, moi je vois la Turquie qui est un pays très puissant, qui est très puissant économiquement, avec des entreprises de BTP par exemple, dans les infrastructures qui sont très puissantes et qui, je pense, vont vouloir aussi prendre leur part dans le process de reconstruction. Moi j'ai dans l'idée que les Occidentaux ont peur, ne savent pas par où aller et vont sans doute se sentir ou se faire flouer. Voilà. Voilà. Le Je groupe demande quel groupe. Le groupe HTC, son leader Abou Mohamed Al-Joulani, figure sur la liste noire du terrorisme de l'ONU depuis 2014, une désignation suivie par les 27 pays de l'Union européenne. En pratique, cela signifie un gel des avoirs et une interdiction de fournir des fonds. Dans le contexte actuel, qu'advient-il de ces sanctions punitives ? Je n'en sais strictement rien, parce que ces sanctions existent, vous venez de les citer, 2014, ça fait 10 ans, 10 bonnes années, ça n'a pas empêché HTC de prendre le pouvoir de façon fulgurante, en arrivant par le nord-ouest, donc la zone Alep-Idlib, et de prendre le pouvoir qui ne s'est pas battu. C'est ce que je disais. Finalement, les communautés alaouites, par exemple, préfèrent se replier sur leur village, leur ville, plutôt que de maintenir un front. Et il n'y avait plus les supports traditionnels. Donc HTC, en dépit des sanctions, avait quand même des moyens importants derrière. Donc je pense qu'il y a une espèce de neutralité bienveillante des Occidentaux. Et Israël, comme d'autres grands pays, ne sont pas complètement exemples d'avoir une action ou d'avoir laissé faire certaines choses. Et puis la Turquie. La Turquie, madame, qui est au-dessus et qui a certainement fourni des moyens logistiques et militaires, naturellement, très importants.
Justement, bien que le groupe HTC soit le groupe armé le plus présent et le plus puissant sur le terrain syrien, l'existence d'une multitude de groupes armés aux allégeances extérieures diverses demeure une véritable entrave pour la construction de la Syrie de demain. Qu'en pensez-vous? Ah bah, je pense, oui. Je pense comme vous, madame. C'est-à-dire que il me semble que bah, vous avez un État qui est morcelé, encore une fois, un appareil sécuritaire étatique qui tombe. Hein. C'est pas seulement parce qu'on vous fait, on arrache, on détruit des statues de Hafez el-Assad, de Bachar el-Assad, qu'on arrache des portraits, etc. Mais on voit bien qu'on va passer de quelque chose de structuré à plus rien, voilà, avec des zones plus ou moins sécurisées dans certaines parties. Là, on est plutôt focalisé sur l'ouest du pays. Finalement, je dirais une très grande bande entre Alep jusqu'à Damas. Mais quid ce qu'on appelait encore quelque temps, j'aime pas trop le concept, la Syrie utile, mais quid de l'Est, quid du désert, de toutes ces zones. Et puis, il y a faut pas oublier les Kurdes. Les Kurdes, je pense ils sont loin d'être rassurés, hein, voilà, qui n'ont toujours pas trouvé leur État promis par le traité de Lausanne, etc. Ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas, je pense, en tout cas pas de sitôt. Et puis, bon, il y a encore des poches finalement assez vivantes de l'État islamique, enfin Daesh, dans certaines zones du centre et du sud de la Syrie, du sud-est de la Syrie. Voyez. François Carmentran, je vous remercie pour cet éclairage. Merci pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, madame.